Donc je voulais un peu vous raconter l'histoire de la microscopie, des pionniers, des différents microscopes qui ont été installés sur Rennes. Et aussi, je voudrais vous parler du présent et je l'espère du futur. Enfin, pour certains, ça sera le futur, moi je verrai. Donc je voudrais un peu parler de l'avenir de la microscopie à Rennes et ailleurs. Et des passages parfois un peu plus des creux dans la vague que nous avons pu avoir. Donc ici, sur cette image, je représente le premier microscope électronique installé à Rennes en biologie, parce qu'il existait aussi un laboratoire de physique chez Le Montagnier, où il y avait un très vieux microscope que j'ai vu, mais je n'ai jamais pu avoir d'informations sur ce microscope. Je vais aussi vous représenter un peu un animal mythique, la cicadelle verte, qui est une cigale, petite cigale de à peu près 9 mm à 1 cm de long, qui saute dans nos prairies humides en Bretagne. Donc c'est la cigale bretonne. C'est tout petit. Et en fait, ça nous a servi à pas mal de choses. Notamment, je raconterai l'histoire de ces petits objets derrière, qu'on appelle des bronchosomes. Donc, si vous voulez regarder une cellule, vous prenez un microscope, c'est mieux. Parce qu'à la loupe, c'est difficile, à l'œil, on a du mal. Soit vous avez un microscope de collection ici, comme on trouve, là, on l'a trouvé un jour dans les puces, ou alors vous avez un microscope à lumière, un peu plus photonique, comme on dit, plus élaboré, pour regarder des cellules. Donc si vous regardez avec ce microscope, eh ben, voilà, vous avez ici un frottis de cellules sanguines, et notamment ici vous avez des globules blancs, ici vous avez des globules rouges, il n'y a pas grand-chose dedans, mais dans le globule blanc, ici on voit il y a un noyau, puis ici vous avez le cytoplasme, et comme ces cellules ont été colorées, et on voit qu'il y a plein de choses dedans. Je dirais qu'on est quand même un peu frustré parce qu'on aimerait bien aller voir un peu plus à fond, parce qu'il y a plein de choses, mais on ne sait pas quoi. Alors pour cela, si vous voulez regarder de plus près, vous prenez un microscope électronique, un peu plus moderne que celui-ci. Ceci, c'est le premier microscope électronique construit par Ernst Ruska en 1936. Et avec ça, vous pouvez regarder à l'intérieur des cellules. Et là, au miracle, il y a plein de choses. Vous avez un noyau qui est un peu bizarre, il y a des choses plus ou moins denses. Vous avez des zones membranaires avec des petits points, vous avez des gros points. Ça, c'est une cellule du pancréas. Donc, vous voyez, il y a plein de choses et beaucoup de choses à regarder, à découvrir. Alors, en microscopie électronique, il n'y a pas de couleur. C'est noir, blanc, il y a du gris. Mais quand on vous montre des images en couleur, c'est des fausses couleurs. Donc, on n'est pas comme à la télé, on n'a pas inventé la couleur. C'est soit les électrons passent, soit ils ne passent pas. Alors, vous voyez un peu la différence entre le microscope photonique à gauche et le microscope électronique. Ce qui fait que quand les premiers microscopes électroniques ont été installés en biologie, dans les années 50, il y a eu une foison de découvertes. En fait, les gens ont regardé tout, quoi. Ils ont tout coupé, ils ont regardé dans tout. Ce qui fait qu'il y a eu de très grandes années, 50, 60, 70, où on a tout découvert. Je vous dirais que personnellement, quand j'ai commencé ma thèse, dans ma voiture, j'avais un tube de fixateur d'épaisse à dissection, et ça m'est arrivé donc de trouver quelque chose d'intéressant, une petite plante, un petit insecte rigolo, et pas trop longtemps pour eux, et puis je les mettais dans le fixateur, et puis on regardait après ce qui arrivait. Il y avait plein de choses à faire. Donc plein de choses. Alors, pourquoi le microscope électronique? En fait, on remplace les photons par des électrons. Et si on a fabriqué un microscope électronique, c'est à cause de ce monsieur-là, le prince Louis de Broglie, qui a clamé que aux électrons, on pouvait associer une onde.
C'est-à-dire que ce n'était pas simplement que des particules, mais une onde. Et cette onde, la longueur d'onde de cette onde était fonction de la vitesse des électrons. C'est-à-dire que la vitesse des électrons, elle est proportionnelle au champ électrique auquel vous les soumettez. Donc à partir de ce moment-là, si les électrons, c'est une onde, ça peut se moduler avec des lentilles électromagnétiques. Alors pour cette découverte, d'ailleurs, le prince Louis-Victor de Broglie, 2 ans plus tard, a eu le prix Nobel. Et 2 ans après, Ruska a construit les premières lentilles électromagnétiques, ce qui lui a permis en 1931 de construire le premier microscope électronique que voici. Ici, c'est une copie. Mais Ruska n'a pas eu le prix Nobel 2 ans après, il l'a eu en 1986. Il était très vieux, et 2 ans après, d'ailleurs, il était décédé. Bon, là, c'était aussi les questions de guerre, de politique, hein, quand c'était les découvertes, le travail de Ruska, c'était quand même à une période un peu sombre en Allemagne. Donc, à cause de Ruska, et grâce à Ruska, ben, on a élargi notre champ de vision, vous voyez. Avec l'œil, vous pouvez voir des objets de 1 cm, du dixième de millimètre. Le microscope photonique, simple, hein, je ne parle pas des derniers développements, vous permet de voir des objets jusqu'à 0,1 micron, 100 nanomètres. Tandis que le microscope électronique, lui, il a une possibilité d'aller de 1 mm à 0,1 nanomètre, c'est-à-dire 1 angstrom l'atome. C'est ce qu'on appelle donc la résolution. La résolution, c'est le pouvoir, la capacité de pouvoir observer 2 objets séparés. Si 2 objets donc, sont plus près que 1 angstrom, ben, on ne verra pas, mais s'il y a 1 angstrom, ben, normalement, on doit voir. Donc on verra que nous, on n'a pas toujours eu ces possibilités-là. Alors, un microscope électronique, ici, je vous ai apporté quelques pièces. À la place d'une lampe, ici, vous avez une source d'électrons. On les soumet, ces électrons, à une différence de potentiel de l'ordre de 100 000 volts. Mais pour que les électrons puissent se promener, il faut que la colonne soit sous vide. Parce que les électrons, s'il y a de l'air, rentrent en interaction avec l'air et n'iront pas au-delà de 1 cm. Alors à ce moment-là, vous pouvez moduler le faisceau électronique grâce à des lentilles électromagnétiques. Donc vous avez ici, comme sur un microscope photonique, des lentilles condenseurs. Vous mettez votre échantillon là-dedans à partir d'un sas objet, mais votre échantillon doit être très fin et surtout pas sur une lamelle de verre, parce que le verre arrêtera les électrons. Et ensuite, en dessous, vous avez une lentille objectif et un projecteur qui est comme l'oculaire. Sauf qu'on ne met pas les yeux sous les électrons, on reforme l'image sur un écran fluorescent, et quand on est content de soi, on fait une image sur un négatif. Donc je n'ai pas dit que c'était une photographie, parce que photographie, c'est la graphie avec des photons. C'est une électronographie, mais la plupart du temps, on parle toujours de photographie. Donc c'est une image faite avec des électrons, donc électronographie, mais c'est une image. Après, on va à la salle photo, on fait des images comme on fait avec les autres. Donc voilà le support sensible aux électrons, que l'on a utilisé pendant très longtemps d'ailleurs. Donc quand vous avez un échantillon, vu que vous avez des contraintes liées au vide, que vous avez une autre contrainte que les électrons sont très peu pénétrants, vous prenez des cellules, une bête par exemple aussi, et vous fixez l'organe que vous voulez étudier, parce que si vous ne fixez pas, ça va crever, ça va faire être déliquescent, donc on utilise un fixateur. Vous connaissez tous le formol, mais le formol c'est quand même pas terrible, donc on utilise la glutáraldéhyde, le tétroxyde d'osmium, qu'on appelle ça maintenant des agents pontants. Ce sont des fixateurs puissants qui bloquent les structures, qui figent les structures. Une fois qu'elles sont figées, on inclut
ces objets, on les déshydrate, on les inclut dans des résines de type acrylique ou de l'épone. Et à la fin, avec un ultramicrotome, on fait des coupes ici, ultra fines, des coupes qui ont à peu près une épaisseur de 90 nanomètres. Ces coupes, on les récupère sur des grilles et on regarde au travers des trous, ni plus ni moins. Après, vous allez au microscope, vous rentrez votre échantillon, et la première fois que vous allez au microscope, vous voyez plein de boutons partout. Et encore, il y en a en dessous. Ce microscope, vous pouvez le voir d'ailleurs dans le hall d'entrée de Beaulieu, en dessous des escaliers à gauche. Mais à part ça, c'est vrai que la première fois que vous allez à ce microscope, qu'on vous laisse tout seul, parce qu'avant, vous étiez avec votre chef, qui vous montre un peu, puis après, quand vous êtes tout seul avec tous ces boutons, et là, j'en passe, hein, oui, alors le câble, le canon, les condenseurs. Bon, on est un peu impressionné, hein. Mais on s'y fait, on est bien. Les microscopistes sont toujours bien, parce qu'on est au noir, au calme. C'est très bien. Quand vous faites un négatif, après, vous faites un tirage photo, et toutes les photos, là, voilà, j'ai retrouvé quelques photos de 1965. J'ai quelques négatifs de 65, 66. 64, j'en ai pas trouvé, il y avait des plaques en verre. Là, c'est des négatifs comme on connaît, en celluloïd. Les plaques en verre, je les avais vues avant, elles ont disparu. C'est des collectionneurs. Hein? T'en as des plaques en verre? Ah! Non, l'avantage du verre, c'est que en fait, c'était très stable, plat. Tandis qu'un négatif, ça peut bouger. Donc ici, sur la photo, il y avait le nom du professeur, Pierre Maillet, le numéro de la photo. Donc vous voyez ici, il y avait eu 1250 photos réalisées, le laboratoire, l'objet, la fixation, le grandissement et le tirage effectué. Donc dans le labo, il y avait d'ailleurs 2 laboratoires photos, tellement il y avait des photos qui étaient, pas des photos, mais des images qui étaient faites. Alors voici les pionniers. Le pionnier français, c'est Pierre Favard. C'est l'un des premiers biologistes cellulaires là, qui a fait de la cytologie ultrastructurale. Et c'était quelqu'un qui vraiment voulait partager et qui a formé beaucoup de personnes au niveau français. Et Pierre Maillet donc, a été le premier professeur de biologie cellulaire moderne. Roger Folliot était son assistant, est devenu professeur donc, dans le laboratoire de biologie générale. Tous les deux ont fait une certaine fusion de leur laboratoire pour faire une équipe de recherche associée au CNRS, qui était la première qu'il y avait dans les années 70 à Rennes, en biologie. Donc, Pierre Maillet et Roger Folliot faisaient leur préparation au départ à Rennes et puis allaient faire les observations chez Pierre Favard, et Pierre Favard aussi a formé d'autres personnes du labo. Une autre personne qui a beaucoup contribué à la microscopie et qui était dans les premiers à faire de la microscopie avec Pierre Maillet, c'est Jean Gourenton. Donc Jean Gourenton a été mon directeur de recherche, a été notre directeur d'équipe. Ici, nous sommes encore 2 rescapés de l'équipe de Jean Gourenton. Donc avec Jean, je vous raconterai quelques histoires que nous avons eues ensemble. Alors Bertrand Picheral, certains l'ont connu. Lui avait fait une thèse en biologie développement, reproduction chez Galien à Paris, et était venu à Rennes comme maître assistant et travaillait sur les amphibiens. Les autres travaillaient surtout sur les insectes. Alors pourquoi les insectes? Parce que le laboratoire de biologie en fait était l'héritier d'un laboratoire de biologie générale dirigé par le professeur Raymond Poisson, mais qui ne travaillait pas sur les poissons, mais les insectes. C'était vraiment un spécialiste des insectes. Il était correspondant à l'Académie des sciences. Et donc, à Rennes, on avait donc cet héritage insecte. Ici, je vous présente Jean-Pierre Gouret, qui nous a quittés cet été.
Jean-Pierre a été donc engagé comme assistant dans l'équipe de Pierre Maillet. Et à l'époque, donc, il regardait pas mal les maladies qui étaient associées à tous ces insectes. Et lui a eu l'idée aussi d'aller regarder dans les plantes qu'est-ce qui se passait quand les insectes étaient passés. Donc Jean-Pierre a eu un travail de pionnier dans l'unité. Et voici donc les animaux favoris de l'équipe à l'époque. Ce sont ce qu'on appelle des homoptères, des petits insectes suceurs de sève. Alors c'est mignon. Quand c'est dans les plantes, dans les prairies, c'est pas méchant. Mais quand c'est sur des plantes genre la vigne, ça devient plus grave parce qu'à force de sucer de la sève, ça appauvrit la plante et elle crève. Mais aussi, ça peut entraîner, ce sont des vecteurs de virus de mycoplasme. Alors voici les premiers travaux justement de Pierre Maillet et Roger Folliot. J'ai retrouvé donc des comptes rendus de l'Académie des sciences en 1967. Alors il regardait donc les cellules germinales mâles, enfin les spermatos des homoptères, et à l'intérieur, voilà les spermatozoïdes ici qui sont en formation, et ils trouvaient des petites particules un peu bizarres, inconnues, qu'ils ont appelées ça particules phi. Non seulement non contents de regarder chez les mâles, ils ont été voir chez les femelles, et dans les cellules germinales aussi, ils ont trouvé ces mêmes particules inconnues. On pensait que c'était des mycoplasmes, et Jean-Pierre Gouret donc, a eu l'idée d'aller voir dans la plante qui était attaquée par ces insectes, notamment la giroflée, et il a trouvé que dans le phloème, c'est-à-dire dans les tubes où circule la sève dans ces plantes, eh ben, il y avait plein de mycoplasmes. Ce qui fait que, vous voyez, en étant en 1968, ce travail a eu beaucoup de répercussions et a permis au laboratoire de bien s'équiper en microscopie électronique. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient un seul microscope, on va le voir lequel, ils ont pu en acheter 2 autres, coup sur coup. Et ces 2 microscopes, il y avait tellement de choses à regarder, croyez-moi, ils tournaient 8 heures par jour. Alors, du coup, je parle là aux collectionneurs. J'ai plus de 100 000 négatifs dans des caisses. Comme le laboratoire va déménager, s'il y a des gens intéressés, je veux bien les céder parce que je ne sais pas qu'en faire. Il y a des centaines de milliers de photos, de négatifs stockés au laboratoire. Alors, voici les microscopes. Donc, je vous disais qu'au début, ils allaient chez Pierre Favard à Ivry. Alors, il s'était dit, on va vérifier nos grilles, nos échantillons, avant d'aller à Paris avec nos grilles. Alors, ils ont acheté un truc comme ça, c'est un microscope, pas très cher, mais je n'ai pas le prix, qui grandissait jusqu'à 4000 fois. C'était un truc fabriqué par des Japonais. Je n'ai jamais vu fonctionner, et pour cause, parce qu'ils mettaient leur échantillon dedans. Alors, vous voyez, là, c'était bien, mais quand ils partaient à Paris, ils regardaient leur échantillon, il n'y avait plus rien. Parce que le faisceau électronique était tellement intense là-dedans que ça brûlait tout. C'est-à-dire que ça ne servait à rien du tout. Bon, fort heureusement, ça n'a pas duré. Ils ont pu donc acheter le RCA en 1964, celui qui était installé à Pasteur. Donc RCA, c'est le seul microscope américain des États-Unis. RCA, vous connaissez, hein, les disques, c'est la même maison. Ils ont fait faillite au point de vue microscopie. C'était un très bon microscope, sauf qu'à l'intérieur, on avait 3 négatifs. Quand on avait fini 3 négatifs, on cassait le vide total, on mettait 3 autres. Quand on avait fini d'observer l'échantillon, on cassait le vide total, on mettait un autre. Donc c'était un peu lent. Malgré tout, ils arrivaient à faire 2000 images dans l'année. Mais c'était un peu fastidieux, on va dire, au point de vue manipulation. Alors voici, j'aime bien cette image que j'ai retrouvée sur Internet. À l'époque, les chercheurs étaient bien habillés, vous voyez.
Alors, c'était vraiment très élégant. Ils étaient soit mieux payés, ou alors ils mettaient tout leur argent dans les fringues, ce qui n'est plus le cas maintenant. En 1985, comme il ne servait plus, il a été cédé à un laboratoire à Dakar, et où il a tourné quelques années. Donc je dis bien cédé. Le Philips est arrivé en 1967. Alors ici, là, tout changé. On avait la capacité d'avoir 25 images en stock. Pour changer l'échantillon, on avait un SAS qui était pas mal, et celui-ci, il y avait déjà une résolution de l'ordre de 10 angstroms. Le prix, je vous l'ai mis, hein, c'est des francs nouveaux. Hein, c'est pas de l'ancien franc, c'est du franc lourd. Mais c'était pas très cher. Hein. Après, à vous de voir. C'était cher en francs, mais en euros, pas grand-chose. Alors celui-ci a fait a beaucoup travaillé, et il s'est arrêté dans les années 80. C'est là-dessus que moi j'ai appris à travailler. Et vraiment, c'était un microscope performant. Alors avec les sous qu'ils ont pu avoir avec leurs travaux sur les microplasmes, Pierre Maillet et Jean-Pierre Gouret ont acheté un Hitachi, un microscope japonais qui ne devait pas coûter très cher, qui était 80 000, il y avait 80 000 volts, pas très résolutif, mais qui a fait son travail. Et j'ai jamais eu le prix. Donc je disais que c'est des microscopes qui, dès 8 heures, on le mettait en route, et à 20 heures, ils étaient arrêtés. Mais on n'aimait pas les voir tourner la nuit, parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Parce que pour un microscope, il faut de l'eau, il faut des pompes, enfin plein de choses. Du courant aussi. En fait, à ce moment-là, vers 78, on a commencé à moins utiliser. Hein. C'est-à-dire que ça a commencé, on était sur la pente descendante. Mais on a pu acheter un Géol 100 CX. Ici, vous avez le Géol 100 CX2 qui est encore présent à la fac de médecine à Villejean. Et là, ils ont un écran télé parce qu'il y a une caméra. À l'époque, nous, on n'avait pas de caméra dessus. Donc là, on pouvait faire 50 négatifs, on pouvait mettre des échantillons à tour de bras, faire plein de photos. Et celui-là, il avait un intérêt, c'est qu'on pouvait faire incliner l'échantillon sous le faisceau, ce qui permettait de faire des reconstructions 3D. C'était nos débuts de la 3D. Donc vers 1989, des nouveaux développements, notamment ce que je vais y revenir tout à l'heure sur la cryomicroscopie, sont arrivés. On a pu acheter ce microscope Philips qui vient de terminer sa carrière il n'y a pas très longtemps. C'était un super microscope. Ça commençait à coûter des sous. On avait eu 2 millions de francs. Et derrière, on avait mis une caméra, mais on utilisait toujours les négatifs. C'était plus que le dernier microscope, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait plus d'autres. C'est-à-dire qu'au départ, quand je suis arrivé dans le labo, il y en avait 3, même 4 avec le truc qui ne marchait pas. Vous voyez, en 1980, on a été sur la descente. On n'était plus tellement, on n'avait plus la cote. Hein. C'était pas difficile de trouver d'ailleurs un étudiant venir faire une thèse en microscopie, il fallait le taper. Hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En 2000, on a lancé la tomographie et là on a pu acheter ce nouveau microscope en 2004. C'était assez cher, on a négocié les prix, on a bien été aidé par Rennes Métropole à l'époque, qui a descendu notre projet, il a bien financé avec le plan État-Région. Et alors maintenant le futur, hein, le voilà, on n'en a pas d'autres pour l'instant. Je ne vais pas en parler à Rénal. Mais nous, on aimait bien celui-là. J'ai été l'utiliser à Leiden, aux Pays-Bas. Vous voyez, ça s'appelle un Titan. C'est cher. C'est cher à l'achat et c'est cher en fonctionnement. Parce que si 5 millions d'euros vous permettent peut-être d'avoir quelque chose, sachez que l'entretien, c'est 10%. C'est-à-dire qu'il vous faut 500 000 euros tous les ans à craquer dans ce truc, sans compter le fonctionnement et l'ingénieur qui irait avec. Donc c'est toute une autre histoire, on va en reparler. Mais il y avait des événements autour. Donc l'un des premiers événements que Pierre Maillet avait organisé, c'était le colloque de la Société française de microscopie électronique. Bien entendu, on est passé dans le journal.
Mais comme ils sont très forts dans le journal, ils ont mis la mission de la recherche scientifique électronique évoquée au colloque de la Société de microscopie. En fait, ils voulaient dire la mission de la recherche scientifique évoquée au colloque de la Société de microscopie électronique. Parce que Claude Champeau, qui est de nos collègues de Rennes en Sciences, qui n'est pas là pour raison de santé, était alors président de Rennes, de l'Université de Rennes 1, et ici c'est le président, M. Plateau, de la Société française de microscopie. Et là, c'est la réception classique à la mairie de Rennes, où les gens sont très bien habillés. Alors ici, vous connaissez cette personne, Jean-Pierre Soisson est un ministre qui a passé plusieurs présidents, plusieurs gouvernements. Et là, il est venu nous voir et donc il a regardé ce que c'était qu'un microscope électronique et j'ai trouvé ça dans les photos du laboratoire. En 1996, la Société française de microscopie électronique change de nom, devient la Société française des microscopies, parce qu'il n'y a pas que l'électronique, il y a les champs proches. Et il nous vient d'organiser le premier colloque, on le fait à Rennes, en 1996. Et alors, on a un article dans le journal. Il y a ici avec des cheveux un peu plus colorés moi-même, Jean Granton et Jean-Paul Roland, qui avaient plus de cheveux aussi. Et alors ici, je ne voulais pas la rater, celle-là. C'est la réception à la mairie, la présidente de la Société française des microscopies, moi-même président du comité d'organisation. Et ici, vous reconnaissez cette... Il faut peut-être éteindre la lumière là pour... Là, quelqu'un de très bien habillé, avec une belle cravate, qui nous avait bien reçu et fait un beau discours, notre ami Jacques Roland. Allez, on va faire un peu. On va faire de la bio. C'était de la politique. Un objet volant non identifié. En anglais, UAO. C'était en 1968. Bon, il y avait peut-être des pavés qui volaient, mais il y avait d'autres choses. Paraît dans la revue Nature, revue britannique célèbre, un micro-article des gens qui se posent des questions, qui analysent l'air. Vous savez que vous pouvez, quand vous analysez l'air, vous pourrez récolter sur des filtres, et puis ce qui est sur les filtres, vous pouvez mettre en fait sur un film, et on regarde ça dans un microscope électronique. Et ils ont trouvé des trucs bizarres, comme ceci, qui font à peu près un demi-micron de diamètre. Et ils ont trouvé ça dans l'air de Harwell. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont demandé à leurs amis biologistes du monde marin, tout ça. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est des spores? Est-ce que c'est des virus? Ou tout ça. En fait, ils n'avaient pas fait leur biblio parce que en 1967, Jean Gourenton et Pierre Maillet avaient publié un papier, Origine et structure des bronchosomes, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé, c'était la thèse de Jean Gourenton, il avait regardé un peu les structures qui correspondent aux reins dans les insectes, c'est les tubes de Malpighi. Et donc, en regardant de plus près dans ces tubes de Malpighi, il y a du pipi d'insecte, d'accord, mais au départ, il y a des structures un peu bizarres, très denses, qui sont à la fois protéiniques, lipidiques, il y a plein de choses là-dedans, la chitine, c'est pas trop bien. Il a essayé de voir. Il y a des cellules qui sécrètent ça. Vous voyez? Ça, c'est à l'intérieur des cellules. Et puis, vous prenez du pipi d'insecte, vous mettez ça sur une membrane de préparation. Vous n'avez pas besoin de mettre de contrastant. Vous voyez ce que vous avez. C'est très joli. Ça s'appelle un bronchosome. Je ne sais pas pourquoi. Bronchosome, c'est pas eux qui avaient inventé, mais ils ont fait la description. Et en fait, c'était un bronchosome. Parce que les insectes, ça fait pipi partout. Hein, mais dans l'air, ça peut voler. Et donc, ça peut se retrouver sur les filtres d'analyse de l'air. Et en fait, il y a un article aussitôt qui a été publié, donc comme quoi l'organisme avait été bien identifié. Il citait Jean Gourenton et Pierre Maillet leur travail. L'erreur que Jean Gourenton et Pierre Maillet avaient faite, c'était de ne pas envoyer une lettre à Nature.
On n'a fait que les citer alors qu'ils auraient pu avoir un petit article et ça aurait été pas plus mal. Mais enfin, c'était le côté trop modeste de notre ami Jean Gorenton. Ce truc volant non identifié a été identifié à ce moment-là. Il n'y a pas longtemps, 2014, je regardais la liste de discussions mises au point par Nestor Zaluzek. J'ai trouvé que sa tronche était pas mal, c'est pour ça que j'ai mis sa photo. Et dans cette liste, il y a un gars qui, en regardant des coupes de foie de poisson, a trouvé un objet bizarre. Il pense que c'est des particules. Et donc, il demandait si quelqu'un pouvait identifier. Voilà ce qu'il voyait, mais pas l'échelle. Moi, j'ai dit, je connais. Donc, je lui réponds. J'ai dit, les objets que vous avez vus, c'est bien des bronchosomes. Alors, je mets la photo, hein, magique. Je lui explique qu'il pourrait trouver, d'ailleurs, on trouve même ça sur Wikipédia. Je lui donne les références et après, je lui donne d'autres références de lecture. Il me dit, non, ça vient des insectes. Et lui, il a vu ça simplement dans le foie de Sparus. Je ne pense pas que c'est possible. Alors là, je lui ai dit que si, c'était possible, que c'était simplement, là ça ne se voit pas, que c'était de la pollution sur ses coupes. Donc il n'a pas beaucoup aimé. Mais il y en a un autre qui m'a remercié, il dit merci Daniel pour montrer ces bronchosomes et cette smart shape, comme ils disent. Et il est sûr que j'ai donné la bonne réponse. Alors voilà, c'était une histoire comme ça, recommencée quelques années après. Comme quoi, il y en a qui redécouvrent des choses qui ont été découvertes 20 ans avant. Alors là, ici, je vais vous raconter une histoire d'eau. Et je reviens toujours à notre insecte mythique. Donc la cicadelle, cigale, quoi, suceur de sève, vit dans les prairies humides, donc pompe beaucoup d'eau pour récupérer ce qui est intéressant pour elle, c'est-à-dire les sucres, tout ce qui se retrouve dans la plante, dans la sève. Mais il y a beaucoup d'eau à excréter, donc ce qui donne d'ailleurs sur les branches ce qu'on appelle ce crachat de coucou. En fait, c'est quand la cicadelle élimine l'eau. Alors, Jean Gorenton a passé pas mal de temps dans sa thèse pour étudier un organe un peu bizarre à l'intérieur de cet insecte, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, où en fait il y a ce qu'il a appelé une chambre filtrante où l'eau est court-circuitée du système digestif général pour être rapidement éliminée. Et il a regardé, il a regardé à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a des cellules très spécialisées avec beaucoup de membranes qui permettent du passage de l'eau rapidement. Et puis en regardant plus près, il s'est aperçu que dans les membranes, il y avait des petites particules toutes noires. Et là, l'idée venait qu'il y a peut-être à l'intérieur des membranes des canaux spécialisés. Parce que l'eau, quand elle passe la membrane cellulaire, elle passe par diffusion, en partie, faiblement. Elle peut passer dans ce qu'on appelle un cotransport avec des ions, mais on pouvait imaginer que l'eau pouvait passer dans un canal spécialisé, le canal hydrique. Il y en a qui y croyaient, d'autres qui n'y croyaient pas. Donc le canal hydrique, Jean Gorenton y croyait. En 1983, il achète un appareil de cryofracture qui permet en fait de casser les cellules après congélation et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la membrane. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit ? Un ensemble régulier de petites particules qui donc correspondent à ce qu'il voyait dans les coupes. Donc dans la membrane, en fait, vous avez plein de protéines qui seraient donc des canaux hydriques. Bon, après ça, il faut le prouver. Alors, c'est pas tout.
Une seule, ça va, mais si on veut après regarder ce qu'il y a à l'intérieur, il faut aller à la chasse. Donc je vous présente Jean-François, qui a été un grand chasseur de cicadelles. On a passé beaucoup de temps dans les prairies humides à la fin de l'été et en automne pour chasser les cicadelles. Donc on avait ce qu'on appelle un fauchoir et un aspirateur à bouche pour pomper les insectes qui étaient au fond du fauchoir. Puis à la fin, la cicadelle, donc vous voyez ici, fait moins d'1 centimètre. On disséquait la chambre filtrante qui faisait 1 millimètre cube en gros. Ça faisait des heures de dissection. Une fois c'était disséqué, il y avait purifié les membranes. Donc on pouvait faire de la microscopie et on retrouvait ici le réseau régulier qu'avait vu Jean Gorenton dans la cryofracture. On a fait de la cryomicroscopie, on reviendra plus tard. Et vous voyez, chaque particule donc, pouvait correspondre à un canal hydrique, un pore. Et par nos premières méthodes d'analyse d'image basées sur la cristallographie, nous avons pu montrer que, en fait, ici, ce canal hydrique était composé de 4 monomères que nous avons caractérisés par la suite. Donc là, ici, ces protéines ont été purifiées et mises dans des liposomes ou des protéoliposomes. Et là, nous, on a pu évaluer l'effet de la présence de ces protéines sur la perméabilité des membranes en leur faisant subir un choc osmotique. Donc, on mettait des liposomes ou des protéoliposomes et on voyait si les liposomes grossissaient, enfin, disons là, ici, se rétrécissaient et on mesurait la diffusion de la lumière. Donc, on a pu montrer qu'il s'agissait bien d'un passage facilité de l'eau quand ces canaux hydriques qui étaient à l'intérieur. Et la dernière phase qui avait été faite, c'est quand on a pu isoler le gène correspondant à cette protéine, on en a fait une copie, un ARN de copie, et qu'on a injecté dans des ovocytes de Xénope. Alors si dans un on mettait de l'eau, et l'autre ici on injectait donc une copie qui allait fabriquer à l'intérieur de l'ovocyte du Xénope ce canal hydrique, on faisait subir un choc osmotique, c'est-à-dire on mettait les ovocytes dans de l'eau rentrait, on mettait l'ovocyte dans de l'eau distillée, l'eau rentrait à l'intérieur. Donc l'œuf se gonflait, mais quand il y avait de l'aquaporine, ça se gonflait tellement qu'à la longue, l'ovocyte, il éclatait. Donc c'est un peu comme ceci, et là je raccourcis les travaux qui ont été réalisés par l'équipe pour caractériser cette première aquaporine, donc on appelait ça une aquaporine d'insectes. Et ce qui a été, donc voilà l'équipe qui avait réalisé les travaux à l'époque. Alors ce qui est assez marrant, parallèlement à l'époque, on a pu trouver ces aquaporines, on les a retrouvées dans les mammifères, dans les poissons, les grenouilles, les bactéries, les plantes, les insectes. Et disons qu'une équipe à Baltimore travaillant au centre des transfusions sanguines a isolé la première aquaporine humaine et après cristallisation, ils ont pu montrer en structure tridimensionnelle le passage sélectif de l'eau au travers des pores. On va revenir un petit peu en arrière maintenant. Le grain de palade. Donc, je vous disais, on regardait plein de choses, et quand on regardait des cellules, on ne savait pas trop, parfois, si on regardait des trucs vrais ou des artefacts. Parce que quand vous utilisez un fixateur, vous savez peut-être des trucs qui sont coalescents ou d'autres qui sont désagrégés. On n'est jamais sûr de ce que l'on voit à ce moment-là. Et Georges Palade, un Roumain, qui a fait son postdoc aux États-Unis et entre autres a été naturalisé américain, a réussi à caractériser ces structures denses ici, noires, dans la cellule. Alors, était-ce vrai ou était-ce pas vrai? Lui, il a essayé différents modes de fixation, de contraste, et il a montré que ça existait bien. Et on appelait ça au départ les grains de palade.
Et plus tard, on a appelé ça des ribosomes. Alors, le ribosome, c'est quelque chose d'important qui souvent se trouve dans certaines cellules en forme de chapelet. C'est le lieu où se fait la traduction du génome via un ARN pour fabriquer des protéines. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Si on bloque la fabrication des protéines, ça crève. Donc par exemple, sur une bactérie, si vous bloquez cette fabrication des protéines, via un antibiotique par exemple, ben, votre bactérie meurt. Alors c'est quand même un sujet très passionnant, très intéressant. Donc on peut très bien isoler ces ribosomes. Donc on utilise une technique qu'on appelle la coloration négative. Et je vous disais qu'il n'y avait pas de couleur en microscopie. Mais simplement, c'est en anglais, ça se dit negative staining. Alors stain, c'est aussi colorant. Mais enfin bref, c'est un contrastant que l'on met autour, notamment de l'uranium, qui permet de voir votre objet grâce à une répartition du contrastant. Ici, ce sont des virus. Le contrastant va se mettre à côté, et si vous allez voir votre virus, parce qu'autour, il y a du contrastant. Et vous pouvez aussi isoler des ribosomes. Ceux qu'on a vus tout à l'heure, vous pouvez les isoler. On voit d'ailleurs que le ribosome est composé de 2 sous-unités. Mais voilà, on est quand même dans un microscope électronique, on est sous vide. Vous regardez un objet déshydraté. Donc c'est comme si je vous donnais du poisson, puis vous allez regarder au microscope électronique, voilà ce que vous voyez. Donc on ne peut pas dire que c'est la réalité. C'est quand même pas très beau. Alors, il faut se dire que dans les années 70, la cote des microscopistes a commencé à dégringoler. Fort heureusement, ici, il y a 3 personnes, plus d'autres, qui ont eu le prix Nobel l'année dernière. Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Anderson. Et ces personnes ont contribué au renouveau de la technologie de la microscopie électronique. Et je vais vous expliquer comment. Donc Joachim Frank, il y a longtemps qu'il s'intéressait au ribosome. Il avait pris ça comme modèle. C'est un Allemand qui s'est installé à Albany dans l'État de New York et puis maintenant est à Columbia dans la cité de New York. Donc lui, il travaillait sur essayer de reconstruire en 3D des molécules qu'il voyait en coloration négative. Ce n'était pas évident. Bon, il a développé une méthode où on parlait de projection aléatoire sous différents angles et il a réussi à reconstruire des modèles 3D. Alors ici, c'est du balsa. Hein. Donc il avait quand même un volume 3D, mais à l'époque, on n'avait pas de logiciel adéquat pour visualiser ça. Donc on faisait des coupes de densité que l'on collait en balsa, ni plus ni moins. Mais on voit bien quand même que l'effet, vous voyez, le ribosome est quand même bien rond. Ici, ils sont un peu raplapla. La technique n'était pas terrible. Mais Joachim était un pionnier et il a fait quand même beaucoup progresser. Il a travaillé encore après. Donc si Joachim n'avait pas du poisson comme ça, on avait ça, quoi. C'était guère mieux quand même. C'est un peu mieux. Puis Jacques Dubochet, un Suisse, qui est parti en postdoc à Heidelberg, l'un des laboratoires européens pionniers de la microscopie, entre autres. Et là, on lui a dit, écoutez, votre boulot, c'est de trouver une méthode pour regarder des objets dans l'eau, dans le microscope. Bon, bah, de l'eau, ça ne marche pas. Hein. Donc, il vaut mieux la solidifier. Mais si on solidifie l'eau, ben, elle cristallise. Et là, ils ont eu l'idée que on pouvait avoir de l'eau dans un autre état que l'état cristallin, c'est de l'état vitreux. En congelant à des vitesses supérieures à 3000 degrés secondes, on passe à un état cristallin, on a un état vitreux. Et du coup, on voit au travers, on peut voir des objets
dans de la glace vitreuse, à condition de maintenir l'objet bien froid, mais ça marche. Et donc en 1984, ça a été le grand boom. Ce papier dans Nature, où on a vu les premiers virus dans l'eau. Et vous voyez, l'eau vitrifiée, elle est transparente, et le virus, là, n'a pas de contrastant. C'est l'objet lui-même que vous pouvez regarder, parce qu'il a une densité différente à l'eau. En plus, comme votre objet est dans l'eau, il ne repose pas sur un support. Donc vous avez différentes orientations. Et quand vous faites votre image, vous avez des projections différentes. Donc ça vous permet de penser que vous allez reconstruire un objet en 3D. Alors nous, en 90, on a fait le premier Vitrobot breton, parce que les gens de Philips FEI à Eindhoven avaient conçu un Vitrobot, ils ont appelé ça comme ça. Nous, on a conçu le nôtre avec Jean-Paul Roland, mais on l'avait fait donc pour ça, pour congeler à cette vitesse-là, on n'utilise pas de l'azote liquide, on utilise de l'éthane liquide. Parce que l'éthane liquide, quand on met un objet dedans, il ne va pas y avoir une bulle à se former tout de suite. Donc il y aura une meilleure conduction, ça va être plus cryogénique. Donc on obtient de l'éthane liquide avec de l'azote liquide, et avec une guillotine, vous faites tomber votre objet dans l'éthane. Et là, vous avez de la glace vitrifiée. Et vous voyez à travers. Donc, un petit coup de chapeau à Jean-Paul, là, qui nous a quittés en novembre. Une fois que vous avez congelé, il faut surtout ne pas rompre la chaîne du froid, parce que dès que ça ne marche pas, vous avez recristallisation. Donc, ça ne va pas. Donc, il y a toute une manip assez importante. Et après, il faut maintenir votre objet à basse température dans le microscope à moins 200 degrés et en évitant que l'azote qui est dans le déwar qui est là rentre en ébullition. Autrement, ça bouge, ça ne va pas. On ne peut pas faire d'image. Et puis là, le miracle est là. Vous avez ici un film de carbone et au milieu, vous avez un film d'eau. Hein, c'est comme quand vous faites des bulles de savon. Vous trempez votre anneau dans la sauce avec le détergent, après vous faites une bulle. Mais là, vous ne faites pas une bulle. Vous le congelez dans l'azote. Et ici, vous avez des particules que vous voyez directement dans la glace. Alors, par exemple, voilà un virus de la grippe. Celui qu'on a tous les ans, H3N2. Quand on le faisait en coloration négative, quand on le fait dans la glace, eh ben, vous n'avez pas la même chose. Vous voyez qu'il y a toujours quelque chose autour, mais ici on ne voit rien, parce qu'en fait, ça nous permet de voir que la surface. Ici, vous voyez l'agencement des protéines de surface, neuraminidase entre autres, et magglutinine. Et ici, vous avez l'empaquetage du noyau, enfin du génome du virus. Et l'information est là. C'est-à-dire que dans cette image 2D, vous avez une information 3D. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez, on est arrivé, on a changé le poisson. On a du poisson frais. Il ne frétille pas, mais c'est pas mal. Alors, en 2006, il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre, parce qu'on faisait de la cryo, et qui a pris les rênes, beaucoup d'ailleurs. Rénal Gillet, qui est ici, et il avait une thématique sur les ribosomes. C'est pour ça que je parlais de ribosomes tout à l'heure. Donc, il s'intéressait aux ribosomes bactériens. Alors, on a commencé à travailler avec nos techniques sur le ribosome bactérien. Donc, vous purifiez du ribosome, vous le faites travailler si vous voulez. Vous avez un tube à essai, puis au bout d'un moment, vous mettez ça dans un film que vous allez congeler. Alors voilà le Vitrobot Batave où on peut contrôler les conditions de séchage, de congélation. Et voilà ce qu'on voit du ribosome dans de l'eau vitrifiée. Donc, à partir de ça, chaque vue correspond sans doute à une projection différente. Donc c'est à vous
de reprendre ces ombres. Donc voilà, là on a quitté le domaine visuel. Là, on est en train d'utiliser les méthodes informatiques, il va de soi, parce qu'on va faire de la classification. Donc au début, on utilisait les méthodes d'analyse factorielle des correspondances. Maintenant, on utilise des approches plus non supervisées de type bayésien. Et quand on a classé nos projections identiques, ici, on obtient des moyennes, des classes. Et quand on moyenne des objets, on améliore le rapport signal sur bruit. Ce qui nous intéresse, c'est avoir un signal puissant. Et quand vous avez des projections comme ici, vous tentez d'attribuer des angles de l'air et vous faites de la rétroprojection. Rétroprojection pondérée dans l'espace, et vous obtenez un objet 3D, un volume. Ce n'est pas qu'une surface, hein. Vous avez le volume en entier, vous avez l'information intérieure. Voilà, ici, c'est mon passé de botaniste qui parle. Ici, vous avez du chardon bleu, Eryngium maritimum. Dans cette même plante, vous avez différents états. Vous avez ici des fruits, vous avez des fleurs, vous avez des bourgeons. C'est le même objet. Pensez que quand vous faites une manip dans un tube à essai, par exemple, il y a des ribosomes, vous mettez un ARN dedans, vous n'avez pas toujours le même état. Donc, c'est à vous de trier a posteriori ce qu'il y a là-dedans. Et ça devient, ici comme ailleurs, la diversité devient une richesse. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire une analyse statistique des différentes conformations que vous avez dans votre tube, vous allez voir des conformations réactionnelles, c'est-à-dire différents états de votre molécule réellement. Alors les premiers travaux, c'était en 2006. Là, on a regardé un ARN bizarre, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et on l'a vu d'ailleurs, ce fragment, dans notre tube, on avait une position entrée et une position à l'intérieur. Je simplifie, mais on a vu que quand même, on pouvait voir, dans notre tube, on pouvait séparer des mouvements. Tout ça par classification. Plus tard, on a essayé un microscope un peu plus performant. Et là, on a vu cet ARN qui rentrait à l'intérieur et qui se déplaçait. Donc, vous voyez, on était capable de voir des mouvements à l'intérieur du ribosome. Voilà. Seulement, quand on regarde notre résolution, 20 angstroms, 13 angstroms, c'est pas terrible quand même. On est quand même avec des bécanes qui nous donnent 2 angstroms de résolution au moins. En plus, quand vous regardez ce que font les cristallographes, là, c'est à l'échelle atomique. Donc, on peut se dire, allez vous rhabiller encore. Hein. Donc, c'est pas la peine, on continue pas. Mais, voilà, c'est plus récent. Donc, dans Nature, encore, un article est paru sur la révolution. Hein, comme on avait pas mal de Mao aussi dans les labos avant. Il y a toujours des Mao qui restent, hein, n'est-ce pas, les stalls? Donc la révolution continue, elle ne passera pas par la cristallisation. Et c'est un fait. Parce que quand vous cristallisez un objet, vous devez strictement avoir un objet identique. Vous n'avez pas la diversité. Ici, nous avons la diversité. Comment allons-nous, disons, passer cette étape de la résolution qui était trop faible? Eh bien, Richard Anderson, entre autres, la troisième personne qui a eu le Nobel, a beaucoup travaillé sur le développement des caméras à détection directe d'électrons. Alors, je reviens. Pendant très longtemps, on a utilisé des négatifs. Négatifs, c'était l'un des supports les plus sensibles, mais simplement, on avait un rendement de 30%. Pour avoir une image, il fallait faire une exposition d'1 seconde. Quand on fait une seconde, quand on fait de la photo, c'est une image en pause. Hein. Donc, ça n'a pas intérêt à bouger dans le microscope ni à l'extérieur. Il n'y a pas le droit de parler. Quand on a remplacé les négatifs, qu'on a supprimé le labo photo, par des caméras de type CD, pas CDD, hein,
CCD ou CMOS, de toute façon, le rendement était guère meilleur que 30% d'électrons. Et bon, c'était facile, on avait un objet numérisé, c'était l'avantage, c'est toujours l'avantage. Mais on était quand même tributaire d'une pause, d'un temps de pause, même une demi-seconde. Mais on est toujours tributaire. Alors ça veut dire que sous le faisceau d'électrons, votre objet, il n'aime pas beaucoup. Il reçoit des électrons sur la tronche, il fait ça, il bouge. Pas beaucoup, mais il bouge. Donc ici, en ayant des caméras à détection directe d'électrons, on arrive à avoir un rendement supérieur à 80%. Et ça va s'améliorer. Donc on ne fait plus une image. On peut faire un film. On peut faire des films de 20 à 40 images par seconde. Pourquoi un film? Parce que chaque image dans chaque film, on va corriger le bouger, qui est un bouger faible d'un angstrom, mais on va le corriger. À ce moment-là, ça change tout. On a un super microscope, là beaucoup plus stable, beaucoup plus cher. Ici c'est Polara à Grenoble. Ici c'est Sophie, elle n'est pas là. Ici c'est ma pomme parce que j'étais à Leiden. Je le tiens. Oui, c'est pas stable. Et en fait, voilà un peu le type d'image que vous voyez. Vous ne voyez pas grand-chose. Mais les logiciels que nous utilisons, souvent sont basés quand même sur les méthodes des corrélations, sont capables de disons, réaligner, classer, et à la fin du compte, voici les moyennes que l'on peut obtenir pour chaque classe. Et là, vous avez une information extraordinaire. Donc, il faut bien penser que l'approche de calcul est importante. Donc, on utilise maintenant les possibilités de graphique, les GPU. Et voilà l'objet que l'on peut reconstruire en 3D. Et là, nous avons de la résolution quasi-atomique. Donc voilà le petit grain de palade tout noir qu'on avait tout à l'heure. Voilà le ribosome tel que nous pouvons le sortir, le voir. Il est ici. À l'intérieur, c'est lourd. Ça, c'est le résultat d'une impression 3D. Donc à l'intérieur, on peut voir l'emplacement de certains ARN, on peut localiser plein de choses. Quel est l'intérêt, à part se faire plaisir, d'avoir ça? Entre autres, il est important, c'est de pouvoir, comme on travaille sur du ribosome bactérien, les antibiotiques. Les antibiotiques s'intéressent à la paroi bactérienne, mais aussi s'intéressent à la synthèse des protéines, c'est-à-dire au ribosome. Quand vous avez un antibiotique, par exemple, comme ici c'est l'érythromycine, on l'a localisé juste à la sortie où se fabrique la protéine. S'il se colle là, tac, plus de protéines à se fabriquer, la bête crève. Donc quand on a bien localisé les sites de fixation, on connaît la structure de l'antibiotique, on peut essayer de jouer sur la fabrication de nouveaux antibiotiques qui iront se coller comme dans les Lego, au bon endroit et parfaitement. Parce que dès que vous avez une mutation, c'est la seule bactérie qui va survivre et ça croît plus vite que des lapins. C'est comme ça que vous avez des souches résistantes. Donc il y a là tout un travail important. Vous voyez, on est passé de 2006 à 2016 de 20 angstroms à 2 angstroms de résolution. C'est-à-dire en 10 ans, 10 fois plus de résolution, 1000 fois plus d'informations. On a quitté le domaine de la blobologie, on regardait des trucs ronds, là, avec des petites chats, pour passer à la résolution atomique. C'est-à-dire que là, on a quitté nos poissons pas frais, et puis carrément, on a des poissons qui frétillent, même dans l'eau. Donc vous voyez, là, actuellement, dans la microscopie, après avoir passé des périodes de disette, là, une nouvelle ère, et il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à découvrir. Vraiment beaucoup de choses. Et écoutez, le travail, entre autres, il y aura aux personnes qui sont sur cette photo, à leurs descendants, leurs successeurs. Il nous faudra beaucoup d'étudiants parce qu'actuellement, il y a beaucoup de demandes de microscopistes en recherche.
Et puis je vous remercie pour votre attention.